Aujourd'hui, l'idée dans ce webinaire, c'était d'échanger, du moins de présenter les solutions d'assurance vie donc, pour les non-résidents et les expatriés, donc les personnes résidant hors de France souhaitant faire de l'assurance vie en France. Voilà. Je vais rester pratique, vraiment vous donner des informations vraiment pratiques. C'est pas très compliqué en soi, hein, comme d'ailleurs tous les autres produits. Je vais surtout vous donner toutes les billes. C'est vrai que souvent, les infos dans la gestion patrimoniale, etc., c'est pas très difficile à comprendre, mais le plus difficile, c'est d'aller chercher l'information. Donc nous, justement, c'est ce qu'on essaie de faire, vous faire gagner du temps. Voilà, nous, on a les infos, forcément, on est spécialiste là-dedans, et vous donnez toutes les infos one-shot, comme ça, vous gagnez un temps précieux, et on vous met directement le doigt sur les informations importantes. C'est vrai pour les résidents, mais ça l'est encore plus pour les non-résidents, parce que parfois, il y a des spécificités, voilà, et donc on vous donne toutes ces spécificités-là. Voilà. Donc, sur l'assurance vie, je vais rester pratique, et encore une fois, essayer d'être assez rapide, pour ne pas vous endormir et qu'on y passe 2 heures. Voilà, ça ne sert à rien. Je pense qu'en une demi-heure, j'aurai tout traité. Et après, je répondrai à vos questions si vous en avez. De toute façon, ensuite, je vous envoie un mail. Le webinaire, il est enregistré de toutes les manières. Donc, de toute façon, il y a les replays, etc. si vous loupez des choses. Donc, en gros, l'idée, c'est que je vous rappelle rapidement comment ça fonctionne un contrat d'assurance vie. Alors, ça peut paraître bête, mais parfois, il y a des gens qui ne savent même pas comment ça fonctionne, parfois qui font des amalgames avec d'autres produits. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qu'est-ce qu'on peut mettre dans l'assurance vie? Ensuite, je vous parlerai de la fiscalité. Ensuite, comment ça fonctionne au niveau de la transmission du patrimoine si un jour vous décédez. Et après, je vous explique pourquoi en ce moment, nous, on ouvre beaucoup de contrats d'assurance vie auprès de notre clientèle, on communique beaucoup là-dessus. Il y a une conjoncture actuellement qui pousse à ça, et je vous expliquerai pourquoi, et c'est notamment de par le fait qu'il y a de l'inflation. Voilà, mais je vais vous expliquer. Et enfin, dernière chose, je vous présenterai simplement la manière dont on peut gérer le contrat. Sachez que les compagnies proposent différentes gestions de contrats, et selon la gestion, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, je vous présenterai ça également. Comme ça, vous y verrez clair. Voilà, donc il y a plusieurs points, mais vous allez voir, on va essayer d'être assez efficace, pas perdre trop de temps, et vous allez voir s'il n'y a pas grand-chose à comprendre, je vous donne vraiment de l'info. Après, comme ça, vous avez les infos pour regarder le webinaire en replay, il n'y a pas de souci. Du coup, je vais partager mon écran. Tac, hop. Donc, bon, voilà, partage d'écran. Donc, ce que je fais, pour rester pratique, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire passer des slides. Et à titre de support, je vais vous présenter le contrat que nous, aujourd'hui, on propose le plus. Alors, vous allez me dire, ouais, je suis là pour vous donner de l'information, certes, mais c'est d'une pierre deux coups. Comme ça, je vous présente les types de contrats que nous, on propose. Et surtout, au fur et à mesure de la présentation du contrat, en fait, on voit tous les points que je viens de vous énumérer. Donc, en même temps, je vous présente le contrat et en même temps, je vous explique comment ça fonctionne, etc. Et comme ça, on voit tous les points un par un. Et comme ça, c'est d'une pierre deux coups. À la fois, je vous donne de l'info et en plus, je vous présente le type de produit que nous, on propose. Donc, le contrat, nous, aujourd'hui, attendez, excusez-moi, hop. Le contrat qu'on propose aujourd'hui le plus, c'est le contrat Target Plus. Alors, le contrat Target Plus, c'est tout simplement un contrat d'assurance vie classique. Hein. Déjà, je vais commencer par là pour vous préciser que les contrats d'assurance vie en France, ils fonctionnent exactement de la même manière pour un résident, pour un non-résident. Ça fonctionne exactement de la même manière. Donc, à un moment donné, si vous savez ce que c'est un contrat d'assurance vie, parce que vous êtes français, etc., et vous savez comment ça fonctionne, là, il n'y a rien à vous apprendre. Le contrat d'assurance vie fonctionne exactement de la même manière. Il y a par contre quelques petites spécificités et je vais vous les donner au fur et à mesure de ma présentation. Donc, le contrat qu'on propose le plus, c'est le contrat Target Plus. Alors, pourquoi? Déjà, parce que c'est un contrat qu'on peut ouvrir dans beaucoup de pays. Déjà, évidemment, ça, c'est la première problématique auquel vous faites face, c'est qu'il y a beaucoup aujourd'hui de compagnies d'assurance et c'est de plus en plus vrai. Et ça va être de plus en plus compliqué parce que de toute façon, nous, ça fait 12 ans qu'on existe et ça fait 12 ans qu'on le voit. Les réglementations sont de plus en plus complexes, notamment au niveau de la lutte anti-blanchiment et le contrat d'assurance vie est vraiment exposé à ça. Donc effectivement, ça devient de plus en plus compliqué pour vous d'ouvrir des contrats d'assurance vie, parce que les compagnies refusent de plus en plus, elles veulent plus s'embêter. Donc l'autre contrat Target Plus, nous on peut l'ouvrir dans auprès de beaucoup de pays, donc beaucoup d'expatriés. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, il y a plusieurs points, hein, mais c'est que c'est quelque chose qu'on aime bien mettre en avant. Nous aujourd'hui, nos contrats, ce sont ce qu'on appelle les contrats d'assurance vie patrimoniaux, qui viennent s'opposer un peu aux contrats d'assurance vie bancaire que vous proposent les banques généralement. Vous savez, votre banquier qui a pignon sur rue qui vous propose son contrat.
Généralement, ça, c'est un peu des produits de grande distribution, un peu basiques. Vous cochez 2 cases, et puis en avant Guingamp, et puis voilà, et puis après, vous en occupez plus. C'est bien, mais en même temps, c'est pas très affûté comme type de contrat. C'est pas voilà, c'est pas très affûté. Vous n'avez pas un large choix. Vous laissez un peu guider et puis c'est tout quoi. Nous, on aime bien mettre ça en avant. Nos contrats, c'est vraiment des contrats patrimoniaux. Donc déjà, c'est de l'architecture ouverte. Vous avez là sur le contrat, en l'occurrence Target Plus, vous avez accès à plus de 300 fonds. Donc quelque part, il y en a même plus qu'il n'en faut, mais on aime quand même bien mettre ça en avant parce que ça montre que nos contrats ils sont vraiment affûtés. Mais quand on vous propose des fonds au sein de ces contrats, c'est vraiment parce qu'on considère qu'ils sont bons et pas parce qu'on n'a pas le choix quoi. Voilà. Voilà, donc ce contrat-là, donc comment fonctionne un contrat d'assurance vie? Déjà très simple. Un contrat d'assurance vie, il n'y a vraiment rien à comprendre. En fait, souvent, on fait l'amalgame entre un placement épargne et un produit d'investissement et l'assurance vie. Certes, l'assurance vie indirectement, c'est un produit pour investir, mais l'assurance vie, c'est simplement une enveloppe dans laquelle on met des produits d'investissement. Donc, c'est quand même une nuance. Ce n'est pas un produit en lui-même, ce n'est pas une action, ce n'est pas de l'immobilier, c'est rien du tout. C'est simplement une enveloppe dans laquelle on va mettre des produits d'investissement et qui vont être soumis à une fiscalité. Et donc, au-delà de ça, une fois qu'on a dit ça, quel est l'avantage? En fait, une fois que vous avez ouvert ce contrat et que vous avez fait vos investissements à travers cette enveloppe fiscale, vous allez être soumis à une fiscalité allégée. Voilà. Donc, en fait, l'assurance vie, c'est ni plus ni moins ça. C'est une enveloppe fiscale dans laquelle vous faites vos investissements et du coup, vous disposez d'une fiscalité allégée. Voilà, l'assurance vie, c'est ni plus ni moins ça. Alors, il y a quelques petites spécificités, quelques petites particularités, des choses à savoir complémentaires, évidemment, que je vais vous énumérer ensuite. Mais voilà, la définition de base, c'est ça. Alors, donc maintenant, vient la question, qu'est-ce qu'on peut mettre justement dans cette enveloppe? Alors, c'est ce qu'on voit là dans le partage d'écran. Et c'est ce que propose notamment le contrat des contrats d'assurance vie Target Plus. Il y a 3 principales catégories de types d'investissement, 3 principaux types d'investissement qu'on peut mettre dans les contrats d'assurance vie. Il y en a d'autres, hein, mais les 3 principaux qu'on retrouve dans 95%, si ce n'est plus, des contrats d'assurance vie aujourd'hui ouverts en France. Donc les 3 catégories, c'est quoi? C'est les fonds euros, les fonds d'investissement et l'immobilier. Donc, sachez-le, ces 3 types d'investissements que vous allez pouvoir faire à travers cette fameuse enveloppe fiscale qu'est le contrat d'assurance vie, ça représente 95% aujourd'hui des contrats d'assurance vie aujourd'hui ouverts en France. Voilà. Alors, maintenant, une fois qu'on a dit ça, pour entrer un peu plus dans le détail, qu'est-ce que c'est les fonds euros? Alors, les fonds euros, c'est un nom qu'on donne à ces fonds-là. Dans la plupart des contrats d'assurance vie, aujourd'hui, il y a toujours un peu de fonds euros. Plus ou moins, selon les profils des clients. Il y a des clients qui veulent faire beaucoup de fonds euros, il y en a qui ne veulent pas en faire beaucoup. Ça dépend, c'est vraiment au choix du client. Alors, qu'est-ce que c'est le fonds euro? Le fonds euro, il y a une définition qui est simple, et je vais vous la donner. Et comme ça, vous la connaîtrez, vous saurez ce que c'est un fonds euro. Et ensuite, je vous expliquerai le fonctionnement sous-jacent du fonds euro. Mais la définition, elle est simple, c'est capital garanti, effet cliqué. Donc, en gros, quand vous investissez dans des fonds euros, la première définition, c'est capital garanti. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous mettez dans les fonds euros, vous ne pouvez pas le perdre. Le capital est garanti. C'est assez facile à comprendre. Donc, ça, c'est la première définition du fonds euro. La deuxième, c'est l'effet cliqué. L'effet cliqué, ça veut dire quoi? Pareil, c'est assez intuitif à comprendre. Ça veut dire que toute la rentabilité, tous les revenus générés par le placement sur le fonds euro, une fois que vous l'avez perçu, ce rendement, il passe dans le capital garanti. C'est-à-dire que tout ce qui est gagné, toute la rentabilité qui est perçue des fonds euros passe dans le capital garanti et vous ne pouvez plus le perdre. Donc voilà, et l'effet cliqué, on comprend pourquoi on appelle ça effet cliqué, hein, ça passe d'un côté et après ça ne peut plus repartir dans l'autre sens. Donc pareil, c'est intuitif. Donc voilà la définition des fonds euros. Capital garanti, effet cliqué. Donc on comprend bien que c'est vraiment le produit sans risque par excellence. Il n'y a aucun risque. Donc voilà, après, en fonction effectivement de chacun, il y en a qui ne veulent pas prendre beaucoup de risques, qui ne veulent pas trop de rendement, j'y viendrai après.
Il y en a qui veulent prendre beaucoup de risques et qui veulent du rendement. Du coup, en fonction de ça, si on veut pas prendre beaucoup de risques, on va faire beaucoup de fonds euros dans son contrat d'assurance vie. Et inversement, on n'en fait pas beaucoup si on veut beaucoup de rentabilité, prendre un peu plus de risques. Voilà. Donc, sachez-le, là, par exemple, dans notre contrat, dans un des contrats qu'on veut, c'est celui-là, en l'occurrence, le Target Plus, on a 3 fonds euros disponibles. Là, pareil, c'est quelque chose vraiment qu'on met en avant, parce que souvent, dans les contrats d'assurance vie bancaire dont je parlais au départ, souvent, vous avez simplement accès à un fonds euro et puis c'est tout. Voilà. Donc là, vous avez accès à 3 fonds euros. On a même le fameux sécurité infra-euro, qui est un des premiers fonds euros thématiques. Donc, en gros, vous investissez dans un secteur particulier. Donc, le fonds euro, une fois qu'on a donné la définition, qu'est-ce qui se passe, enfin, quel est le fonctionnement en fait, du fonds ensuite? Finalement, quand vous investissez dans des fonds euros, votre argent, il va où? Eh ben, il va principalement dans de la dette étatique. La dette étatique, en gros, c'est par exemple la dette française. C'est la France qui emprunte sur les marchés financiers. Et en gros, les fonds euros sont très investis là-dedans, tout simplement parce que les dettes étatiques, c'est ce qu'il y a de moins risqué. Je pense que beaucoup d'entre vous se souviennent à l'époque de la crise européenne, etc., qu'on parlait des triple A, etc. D'ailleurs, c'est peut-être même un mauvais exemple parce qu'on a vu que finalement des dettes étatiques comme la Grèce, etc., n'étaient pas si peu risquées que ça. Mais en tout cas, voilà, les dettes étatiques des pays vraiment, les piliers européens, c'est vraiment des placements sans risque. Donc en tout cas, sur les fonds euros, aujourd'hui, les asset managers et les compagnies d'assurance investissent leur argent dans des dettes étatiques ou alors dans des sociétés vraiment en triple A. On se souvient un peu des triple A, etc., donc de ce qu'on appelle des primes, des entités très très solvables qui ne font quasiment jamais défaut. Voilà, d'où le capital garanti et l'effet cliqué. Donc ça, c'est pour les fonds euros. Le deuxième type d'investissement qu'on peut faire dans un contrat d'assurance vie, ce sont les fonds d'investissement. Alors, les fonds d'investissement, c'est quoi? En gros, les fonds d'investissement, c'est des grosses sociétés de gestion et qui investissent dans de l'argent dans plein d'actions de sociétés différentes. Et en fait, une fois qu'ils ont investi cet argent dans plein de sociétés différentes, ils ont construit ce fonds et ensuite, ce fonds, ils le revendent sous forme de parts. Donc, vous, en fait, quand vous investissez dans des fonds d'investissement, vous achetez une part, ou plusieurs parts, 10 parts, 30 parts, 40 parts, et cette part représente plein de sociétés sur le marché. Voilà, c'est ni plus ni moins de l'investissement immobilier dans des actions de société ou des obligations de société. Mais quand vous investissez dans un fonds, l'intérêt, c'est que vous n'investissez pas que dans une seule société, parce que le fonds s'est occupé de le diversifier, de l'investir dans plein de sociétés. Donc, votre part représente plein de sociétés. Voilà. Ça permet de gérer le risque, diversifier votre investissement. Et surtout, les fonds d'investissement, ces fameuses sociétés de gestion qui créent ces fonds, ils créent des fonds thématiques. C'est-à-dire qu'ils vont créer un fonds sur l'Asie, par exemple. Et donc, le nom du fonds, ça va être Asia Fund, par exemple. Et quand vous achetez ce fonds, vous achetez que une part qui représente plein de sociétés en Asie. Ça peut être un fonds, sur le marché des valeurs technologiques, par exemple. Donc, c'est des fonds qui sont investis que dans des startups. Vous pouvez avoir des fonds investis que sur des petites sociétés. Vous avez des fonds investis en Europe, des fonds dans l'ISR, le développement durable, etc. Donc, au-delà du fait que ça vous permet de diversifier votre investissement, acheter une part des propriétaires, finalement, en quelque sorte, de plein de sociétés différentes, mais également de pouvoir cibler un secteur précis. Mais ça peut être également le secteur des matières premières. Enfin, voilà, vous pouvez faire plein de choses. Donc, ça, c'est faire tout simplement des fonds d'investissement. Ça représente une grosse part aujourd'hui quand vous ouvrez des contrats d'assurance vie. Aujourd'hui, en France, la plupart des gens, en France, quand ils ouvrent des contrats d'assurance vie, ils font beaucoup de fonds. Ça représente une grosse part des contrats d'assurance vie aujourd'hui en France. Voilà, donc là, sur notre contrat Target Plus, on est en architecture ouverte, donc on a plus de 300 fonds disponibles. Pour être honnête, généralement, nos clients, il y en a vraiment plus qu'il n'en faut. Nos clients, pour la plupart, à part des gens vraiment initiés, voilà, nous, on les guide effectivement sur les types de fonds sur lesquels il faut investir en fonction des conjonctures, des types de fonds, etc. Nous, on est spécialistes là-dedans. Mais en tout cas, on aime bien mettre ça en avant, le fait qu'on est vraiment dans le cadre d'une architecture ouverte. Donc, on peut vraiment faire un peu ce qu'on veut. On peut faire de l'Asie, on peut faire de l'or, on peut faire du pétrole, on peut faire des États-Unis, on peut faire de la valeur technologique, etc. etc. Voilà. D'ailleurs, ce contrat d'assurance vie, on aime bien également mettre ça en avant. Sachez qu'il est très orienté ISR avec plus de 30 fonds disponibles.
Alors, c'est vrai que ça peut paraître anodin, mais on a de plus en plus de clients aujourd'hui qui veulent faire de l'ISR. Je pense que c'est normal, hein, surtout en ce moment, et surtout avec l'été qu'on a eu, on a tous envie maintenant d'investir un peu responsable. Donc voilà, donc plus de 30 fonds disponibles, en tout cas sur ce contrat-là. Donc on peut investir que dans des sociétés. Donc ces fonds, du coup, encore une fois, on retrouve ces fameux thèmes, n'investissent que dans des sociétés qui polluent moins, enfin qui polluent peu, qui sont axées sur le développement durable, voilà, des sociétés un peu technologiques, notamment dans la Silicon Valley, qui développent des idées sur la production d'énergie propre, etc. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième catégorie d'investissement, les fonds. Donc là, on a vu les fonds euros, les fonds d'investissement. Et maintenant, la troisième catégorie, c'est l'immobilier. Eh bien oui, alors vous le saviez certainement, mais c'est toujours important de le rappeler. Et finalement, ce n'est pas si intuitif que ça. Quand on fait un contrat d'assurance vie, on peut faire de l'immobilier. Alors vous allez me dire, oui, mais attendez, comment ça fonctionne, faire de l'immobilier dans un contrat d'assurance vie? J'ouvre un contrat, j'achète un bien à côté, je le mets dedans? Non. Comment on fait de l'immobilier dans l'assurance vie? Il y a trois secteurs principaux, trois types de produits qui permettent de faire l'immobilier dans l'assurance vie. Ça va être la SCPI, l'OPCI et les SCI. Alors là, je vous disais tout à l'heure que tout était facile à comprendre. Je ne vais pas vous noyer dans l'information, bien que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est une SCPI. OPCI, je pense moins. Et SCI, je pense que vous savez ce que c'est, mais vous vous demandez quand même ce que c'est. Alors, je vais rapidement faire les trois. La SCPI, c'est de l'investissement immobilier. En fait, c'est un peu comme les fonds d'investissement, sauf que c'est des sociétés de gestion, pareil, qui créent des parcs immobiliers. Et ensuite, une fois qu'ils ont créé le parc immobilier, ils louent le parc immobilier, ça génère des revenus. Et ce parc immobilier, ils le revendent sous forme de part à des particuliers comme vous. Donc, en fait, faire de la SCPI, ça consiste simplement à acheter une part qui représente un parc immobilier qui est loué. Donc, vous, en fonction du nombre de parts que vous possédez, cette part-là va représenter une proportion du parc immobilier. Et en fonction de la proportion que représente votre part, vous allez recevoir des revenus égaux à la proportion, proportionnellement au nombre de parts que vous possédez. Donc, la SCPI, finalement, c'est quelque chose de totalement immatériel. Il suffit d'acheter une part. Et c'est vraiment... Alors, souvent, on fait l'amalgame avec une action de société. C'est quand même très différent parce que c'est tout autant dématérialisé, mais ça reste de l'immobilier pur et dur. C'est-à-dire que votre part est investie exclusivement dans de l'immobilier. Donc, ce n'est pas volatile, ce n'est pas coté sur les marchés financiers, ça ne varie pas du simple au double. C'est très, très volatile et ça suit le cours de l'immobilier. Voilà. En fonction de la valorisation du parc immobilier, votre part elle va être valorisée de la même manière. Donc, c'est très stable et puis c'est assez rentable parce qu'une des particularités des SCPI, c'est que ce n'est que de l'investissement commercial. Des bureaux, des boutiques, des hôpitaux, des centres commerciaux, etc. Donc, du coup, c'est un peu plus rentable que l'investissement résidentiel. Donc, voilà. Donc, sachez-le, les expats et les non-résidents font beaucoup de SCPI. Certains d'entre vous savent certainement bien ce que c'est. Sachez qu'on organise également des webinaires que dédiés à ça. Mais on a aujourd'hui beaucoup de clients qu'on oriente sur les SCPI en direct. Mais sachez-le, vous pouvez le faire directement via un contrat d'assurance. C'est tout à fait possible. Les rendements de la SCPI, du coup, vous les recevez tous les 6 mois, sauf que c'est dans un contrat d'assurance vie. Donc, du coup, ce n'est pas vous qui allez recevoir, c'est réinjecté dans le contrat d'assurance vie et réinvesti sur des SCPI. Donc, en fait, quand vous faites de la SCPI dans un contrat d'assurance vie, vous voyez votre valorisation qui augmente par la valeur des parts, mais aussi parce que la rentabilité, les revenus locatifs générés par la SCPI sont réinvestis sur les SCPI. Donc, vous voyez vraiment votre capital augmenter rapidement. Donc, vous pouvez faire de la SCPI. Encore une fois, j'essaie d'aller vite, hein, je ne veux pas entrer dans les détails, mais pour ceux qui savent ce que c'est, très bien. Là, j'ai été assez vite, hein, donc pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est, sachez qu'on peut organiser d'autres vidéos, etc. Là, en tête-à-tête, c'est plus simple et je peux un peu plus rentrer dans les détails. Mais l'idée, il faut simplement retenir que c'est vraiment de l'immobilier sous forme de part et donc vous investissez vraiment dans l'immobilier. Donc ça, c'est le premier vecteur pour investir dans de l'immobilier dans votre contrat d'assurance vie. Le deuxième, c'est les OPCI. Alors, les OPCI, je vais aller très très vite. Les OPCI, c'est un mélange. Pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon je vais un peu vous noyer dans l'information. Mais pour faire simple, et d'ailleurs de manière totalement précise même, l'OPCI, c'est un mélange de SCPI et de fonds d'investissement. Donc en fait, ce qu'on a vu tout à l'heure, les fonds investis dans les actions sociétés en Asie, technologique, etc. Et les SCPI, ici.
Donc, quand vous faites de la OPCI, vous faites un peu des deux. C'est un mélange des deux. Donc, l'avantage, c'est que vous bénéficiez à la fois de quelque chose de pas trop volatile, parce qu'il y a de l'immobilier, il y a les SCPI dedans, mais quand même assez liquide, parce qu'il y a des fonds d'investissement. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de neutraliser la volatilité qu'on a sur les fonds d'investissement, où ça monte, ça descend, etc. Tout en gardant de la liquidité ou quelque chose qu'on peut vendre très rapidement. Voilà. La SCPI, on peut la vendre très rapidement aussi, mais un peu moins. Donc ça, c'est le deuxième vecteur pour investir dans l'immobilier, dans les contrats d'assurance vie. Le troisième, ce sont les SCI. Alors les SCI, vous savez ce que c'est certainement. Les SCI, c'est quand vous faites d'ailleurs de l'investissement immobilier, vous en direct, vous avez tout à fait la possibilité de créer des SCI pour investir dans l'immobilier. En fait, c'est vous qui possédez l'immobilier à travers une société. C'est un véhicule qui permet d'investir dans l'immobilier pour gérer un peu le patrimoine. Généralement, c'est pour une gestion patrimoniale. Voilà. Alors là, en l'occurrence, quand on parle de SCI dans les contrats d'assurance vie, en fait, on en revient un peu comme avec les SCPI. C'est les grosses sociétés de gestion qui créent des gros SCI. Et là, cette fois-ci, contrairement à la SCPI où ils investissent que dans de l'immobilier commercial, comme je disais, des bureaux, des boutiques, des centres commerciaux, etc. Là, la SCI, c'est ce qu'on appelle l'investissement opportuniste. Il n'y a pas de règle. Vous avez la société de gestion qui crée cette SCI et qui investit dans l'immobilier. Voilà. Donc, ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être de l'immobilier commercial, mais ça peut être du résidentiel, ça peut être de l'EHPAD, ça peut être de la résidence de service, ça peut être des hangars, des foncières, enfin voilà, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Alors, quand je dis n'importe quoi, bien sûr, le terme est mal choisi, mais voilà, c'est toujours de l'investissement assez travaillé et voilà. Donc, c'est le même principe qu'on fait de la SCI. Vous achetez des parts de la SCI et cette part représente une partie de la SCI qui elle-même détient l'immobilier qui est loué. Et donc, la location de l'immobilier de cette SCI génère des revenus et vous allez percevoir des revenus. C'est le même fonctionnement qu'une SCPI en quelque sorte, hein. Sauf que l'immobilier est quand même beaucoup plus diversifié et pas uniquement sur le secteur de l'investissement commercial. Donc voilà, je vous ai résumé les 3 points clés, les 3 types d'investissements qu'on peut faire dans l'assurance vie. C'est dans 95% des cas, encore je suis gentil, c'est dans 99% des cas, tous nos clients, généralement les gens, se limitent à du fonds euro, des fonds d'investissement, actions, obligations et de l'immobilier. Après, vous choisissez les fonds que vous souhaitez, vous choisissez les fonds euros que vous souhaitez, vous choisissez les types d'SCPI que vous voulez, OPCI, etc. Et vous ajustez également les allocations, la part, la proportion de chacun de ces secteurs. C'est-à-dire que vous pouvez faire sur l'assurance, sur votre contrat, vous pouvez faire 30% de fonds euros, 50% de fonds d'investissement et 20% d'immobilier, par exemple, moins ou plus, etc. Mais en tout cas, les 3 secteurs principaux, ils sont là. Vous voyez, donc c'est pour ça, je voulais pas. Pour ça que je vous disais qu'il n'y a rien vraiment très compliqué à comprendre. Évidemment, après, on peut rentrer un peu plus dans le détail, comment ça fonctionne les SCPI, OPCI, SCI, les fonds d'investissement, etc. Mais nous, on est spécialistes là-dedans, on vous oriente. Et voilà. Donc, sachez-le, sur ce contrat-là également, vous avez accès à toutes les SCPI primoniales, parce que c'est Primonial qui propose ce contrat. Quelques OPCI, quelques SCI également. Vous avez vraiment un choix assez divers. Donc, vous pouvez vraiment ajuster sur du fonds euro, un grand nombre de fonds d'investissement, un grand nombre de produits immobiliers. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, sachez-le, on est encore sur encore une fois, j'insiste sur le fait qu'on est vraiment sur les contrats patrimoniaux. Donc, on est sur de l'architecture verte, donc on peut faire encore plein d'autres choses. C'est beaucoup plus rare parce que finalement, nos clients, ça les intéresse pas trop de partir sur des choses qu'ils ne comprennent pas, alors qu'en plus, ils trouvent parfaitement ce dont ils ont besoin sur les 3 premières catégories, je viens de vous préciser. Mais sachez-le, sur ce contrat-là, Target Plus, on peut faire du produit structuré, de l'ETF et du private equity. Je vous explique rapidement pour ceux qui ne savent pas. Le produit structuré, c'est vraiment un produit un peu complexe qui permet de spéculer précisément sur un marché précis, avec des options, avec des barrières activantes, désactivantes, spéculer sur une devise en particulier, sur un secteur en particulier, avec si vous anticipez des effets de marché, vous êtes vraiment initié, vous savez qu'à un tel niveau de marché, le marché va donner ça, etc. Donc, vous voulez que votre produit s'active à ce moment-là, etc. Voilà, c'est vraiment des produits fabriqués, optimisés, personnalisés, vraiment pour les gens qui sont assez initiés. Je vous dis, on a finalement assez peu de clients qui sont intéressés par ça. Voilà. Ensuite, vous avez les ETF. Les ETF, on appelle ça aussi des trackers. C'est plus connu sous le nom de tracker. En fait, c'est des produits qui sont faits pour répliquer un indice.
Par exemple, si vous voulez investir sur le CAC 40, vous prenez le tracker CAC 40. Et au lieu d'investir dans toutes les sociétés du CAC 40, les 40 sociétés du CAC 40 avec les bonnes proportions de chaque société, autant dire que c'est très compliqué, et vous achetez le tracker CAC 40 et votre produit va évoluer exactement de la même manière du CAC 40. C'est-à-dire que quand le CAC 40 va baisser, votre produit va baisser et inversement. Voilà. Alors, je vous parle du CAC 40 pour rester pratique, mais ça peut être un tracker Eurostoxx 50 qui est un autre indice. Ça peut être un tracker sur l'or, un tracker sur le pétrole. Voilà, donc sachez-le également dans ces contrats dans le contrat d'assurance vie, en tout cas qu'on propose, si ça vous intéresse. Sachez qu'on peut également faire du tracker. Voilà. La dernière chose, c'est le private equity. Pareil, je passe rapidement. Le private equity, c'est comme les fonds d'investissement là qu'on a vu tout à l'heure, sauf que le private equity, ça consiste à investir dans des actions de société, mais qui ne sont pas cotées sur le marché financier, sur les marchés financiers. Ça a un nom, ce business-là, le business d'investir dans des sociétés qui ne sont pas cotées, ça s'appelle le private equity. Voilà. Et donc, l'intérêt, l'idée, c'est vraiment des investissements d'opportunité. Des gens qui anticipent vraiment des grosses valorisations de sociétés dans l'avenir. Donc voilà, donc sachez qu'il est possible également de faire ça dans nos contrats. Voilà. Donc, j'ai fait un peu le tour sur le type d'investissement qu'on peut mettre dans un contrat d'assurance vie. Donc, jusqu'à maintenant, ce qu'il faut résumer, un contrat d'assurance vie, c'est simplement une enveloppe, okay, ce n'est pas un produit en lui-même, dans lequel vous allez faire des investissements. Et ces investissements-là, au lieu de les faire en direct, vous les faites via cette enveloppe-là. Et du coup, les rendements qui vont être générés par tous les investissements dont on vient de parler, l'immobilier, etc., va être soumis à une fiscalité particulière, une fiscalité plus intéressante que si vous l'investissiez en direct. Tout l'intérêt de l'assurance vie est là. Il n'y a pas que ça. Enfin, il y a la fiscalité, mais il y a également la transmission du patrimoine. Mais je vais y venir. Donc voilà, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment comment ça fonctionne un contrat d'assurance vie. Donc l'enveloppe et ensuite le type de placement qu'on peut faire dedans, et c'est ce qu'on vient de voir. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Donc souvent, l'assurance vie, on s'y perd. Souvent, c'est mal expliqué. J'espère avoir été clair. C'est pas plus compliqué que ça. Après, encore une fois, attention, dans un second temps, mais ça, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon, on va être passé à la nuit. Essayer de rentrer un peu plus dans le détail sur les produits, etc. Là, on part sur des choses un peu plus techniques. Mais nous, on est là pour vous guider, de toute façon. Je pense que ce qui est important, c'est de comprendre vraiment le fonctionnement général. Voilà. Et encore une fois, ce n'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de la fiscalité, parce qu'évidemment, c'est ça qui nous intéresse. Alors, quelques éléments vraiment commerciaux. Voilà, j'en profite. Sachez que le contrat Target Plus, c'est le meilleur contrat d'assurance vie en 2022, meilleur fonds euro en 2021. Le Sécurité Infra, le fameux fonds euro dont je vous parlais, qui est thématique, qui n'investit que dans, je ne vous l'avais pas dit, mais qui investit donc ce fameux fonds euro à capital garanti et fait cliquer, qui n'investit que dans les infrastructures nationales, donc l'électricité, l'eau, les autoroutes, etc. Et donc, c'est la première fois qu'il y a un fonds euro qui est thématique. Comme ça, parce que généralement, les fonds euros, on ne sait pas trop ce dans quoi c'est investi, principalement la dette étatique, comme je vous le disais, mais là, en l'occurrence, c'est vraiment thématique. C'est un contrat, on peut faire que de l'IMO. Si vous voulez faire que de l'IMO, faites que de l'IMO. Donc ça aussi, c'est pas mal. Voilà, en gros, bon, ça c'est les petits éléments commerciaux. Hein. Évidemment, si après ce webinaire-là, de toute façon, je vous enverrai le replay. Et si vous voulez que vraiment, vous voulez ouvrir un contrat d'assurance vie ou échanger plus en détail, évidemment, là, on fait des visios face à face. On rentre un peu plus dans le détail sur vraiment les questions précises que vous avez et sur les contrats, etc. Mais là, je peux rentrer un peu plus dans le détail. Voilà. Donc là, je vais essayer d'avancer, aller un peu plus vite. Et pour vous parler vraiment des choses qui vont vous intéresser, parce que c'est ce qui nous intéresse tous, c'est la fiscalité. C'est bien de faire des super placements, mais si derrière on se fait tout prendre, ça n'a plus aucun intérêt, on est bien d'accord. Donc c'est un point clé et je pense que c'est important que vous compreniez comment ça fonctionne. Et donc c'est l'intérêt voilà, de ce point que j'aborde. Donc la fiscalité. Alors là, pareil, l'assurance vie, souvent on a l'impression que c'est un bordel pas possible au niveau de la fiscalité. Honnêtement, pareil, il n'y a rien à comprendre et c'est très très simple. Je vous simplifie les choses et d'ailleurs, je ne vous simplifie pas grand-chose finalement, parce que je vais présenter ce que j'ai à vous présenter. Sur un contrat d'assurance vie, comment ça fonctionne? Alors, je vous donne général. Ensuite, je rentrerai dans le détail pour le non-résident et l'expat. C'est simple. Tout ce que vous mettez sur votre contrat d'assurance vie, votre capital, c'est-à-dire que si vous avez, je ne sais pas, 10 000 euros ou 50 000 à placer sur un contrat d'assurance vie, ces 10 000 ou ces 50 000 euros que vous allez mettre sur ce contrat, déjà, il n'y a aucune fiscalité qui s'applique. Sachez-le.
Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est sur votre compte, vous n'allez pas placer un truc, et en plus, on va vous appliquer une fiscalité. Ce serait complètement absurde. Donc, sachez-le, votre capital, déjà, il ne sera jamais imposé. Aujourd'hui, demain, 6 mois, plus tard, dans 15 ans, 20 ans, jamais, jamais, jamais. Okay, on ne touchera jamais fiscalement à votre capital. Ce qui est fiscalisé, c'est le rendement de votre capital. Imaginons que vous placez 10 000 euros sur un placement, je sais pas, un fonds euro à 2%. Au bout d'un an, ça vous génère 200 euros. Donc, vous avez placé 10 000 euros sur un fonds euro à 2%. Donc, à la fin de l'année, ça vous génère 200 euros. Les 10 000, évidemment, aucun impôt. Par contre, les 200 euros, ils vont être imposés. Il n'y a que ces 200 euros-là qui vont être imposés. Alors, comment ça se passe au niveau de l'imposition? Il y a deux types d'imposition. Donc, oui, il y a deux types d'imposition. La CSG-CRDS et l'impôt de solidarité, de 17,2%. Et le prélèvement forfaitaire libératoire. Et cette somme des deux trucs, de la CSG-CRDS et le prélèvement forfaitaire libératoire, ça fait 30%. Ça, c'est pour un résident. Et avant 8 ans. Donc, si vous récupérez votre argent avant 8 ans et que vous êtes résident, vous êtes imposé à 30% uniquement sur le rendement. Dans notre exemple, sur les 200 euros. Après 8 ans, on n'est plus. Le prélèvement forfaitaire, il passe de 12,8 à 7,5. Donc, en l'occurrence, vous n'êtes plus imposé qu'à 24,7%. Sur les 200 euros, là, si vous avez placé 10 000 au bout d'un an, ça vous génère 2%, ça vous génère 200 euros. Et bien, vous n'êtes plus imposé qu'à 24,7%. Ça, c'est pour les résidents. OK? Mais il y a une particularité, c'est que pour les non-résidents, vous êtes exonérés, ça c'est la bonne nouvelle, vous êtes exonérés de CSG, CRDS et d'impôt de solidarité. Donc, ça veut dire que les 30% avant les 8 ans, ils se transforment en 12,8 et les 24,7% après 8 ans, ils se transforment en 7,5%. Je ne sais pas si vous imaginez quand même la différence, c'est qu'en fait, vous économisez sur l'imposition 17,2% avant 8 ans ou après 8 ans. Donc, pour résumer, c'est pour ça que je vous dis que là, je vais même rentrer un peu dans la chose la plus compliquée que j'avais à vous présenter. Pour résumer, vous ouvrez un contrat d'assurance vie, tout le fruit, le rendement de votre capital va être imposé à 12,8 si vous récupérez votre argent du contrat avant 8 ans. Et si vous le récupérez après 8 ans, votre rendement va simplement être imposé à 7,5%. Voilà, c'est tout. Donc, c'est pour ça que je vous dis fiscalement, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Hein. Vous faites votre placement, votre contrat, il vous a généré, au bout de 7 ans, vous avez placé 100 000 euros. Au bout de 7 ans, ça vous a généré, je ne sais pas, 10 000 euros. Votre contrat, il vaut 110 000. Vous le récupérez au bout de 7 ans. Vous allez récupérer 110 000. Donc, vous avez gagné 10 000. Il y a donc 12,8 qui va s'appliquer sur les 10 000. Donc, vous avez payé 1 280 euros d'impôt. Et si vous faites la même chose, mais après 8 ans, vous allez payer simplement 750 euros d'impôt. Parce que 7,5% de 10 000 euros est généré. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que pour les non-résidents et les expats, vous êtes exonérés de CSG, CRDS et d'impôt de solidarité. Donc, ça fait une économie de 17,2%. Voilà. Et vous payez simplement ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire libératoire, donc 12,8 ou 7,5 en fonction de si c'est avant 8 ans ou après 8 ans, à compter de l'ouverture du contrat. Voilà. Il y a une petite spécificité également, sachez-le. Pareil, vous embrouillez pas trop avec ça. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout ça. Mais sachez-le qu'après 8 ans, normalement, les résidents, ils ont un abattement fiscal. Au bout de 8 ans, jusqu'à 4 500 euros de rendement de leur capital, ils ne payent aucun impôt. Alors, on ne peut pas être gagnant sur tous les points. Vous êtes exonéré de CSG, CRDS, ça c'est bien. Par contre, l'abattement, les non-résidents, les expats, ils n'ont pas droit. Donc, au bout de 8 ans, c'est ce que je viens de vous dire. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à se compliquer la tête. Voilà, c'est 12,8 qui va s'appliquer si vous récupérez votre argent avant 8 ans. 7,5
Après 8 ans, c'est tout. Il n'y a pas d'abattement. Voilà. Ça, c'est vraiment pour les résidents. Donc, il y a du bien, il y a du moins bien, mais voilà. Si on fait, franchement, on pèse le pour et le contre, honnêtement, vous êtes largement gagnant, hein, je pense. Après, ça dépend des montants que vous placez sur votre contrat d'assurance vie, mais tant que vous êtes non-résident, vous serez toujours gagnant à ne pas payer la CSG-CRDS, et quitte à ne pas avoir l'abattement des 4 600 € pour une personne seule ou de 9 200 € pour un couple. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire sur la fiscalité. Encore une fois, le webinaire est enregistré, vous pourrez repasser et on pourra fixer pardon, excusez-moi, je passe des choses là, je vais vous envoyer. Donc, ça, c'est vraiment pour la fiscalité. Maintenant, un autre point hyper important, et c'est la grosse force du contrat d'assurance vie, c'est les successions. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous ouvrez un contrat d'assurance vie, c'est quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé, bon, vous savez, il y a toujours un bénéficiaire. C'est-à-dire que vous ouvrez le contrat, vous dites je vais placer 50 000 € sur mon contrat, ou 10 000 € ou 100 000 €, et je vais choisir une personne, le jour de mon décès, qui va récupérer mon contrat, ce qu'on appelle un bénéficiaire. Ce bénéficiaire, ça peut être la personne de votre choix. Votre femme, généralement, c'est soit la femme, soit les enfants. Mais ça peut vraiment être n'importe qui, vous mettez qui vous voulez. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la grosse force du contrat d'assurance vie. Ça, j'insiste là-dessus. Il est vraiment à ce niveau-là imbattable. L'assurance vie, c'est vraiment imbattable. C'est pour ça que c'est très important. Le contrat d'assurance vie doit faire partie de votre paysage patrimonial. Il faut avoir de l'immobilier, il faut avoir de la SCPI, mais il faut avoir de l'assurance vie. Ça, c'est clair. Surtout pour le jour où vous décédez. En gros, alors, vous voyez là, il y a... Attends, excusez-moi, je ne peux pas sélectionner. Bon, peu importe. Pour faire simple, le contrat d'assurance vie n'est pas soumis au droit de succession. Ça veut dire que si vous placez 100 000 € sur un contrat d'assurance vie, vous mettez votre enfant en tant que bénéficiaire, eh bien, le jour où vous décédez, les 100 000, ils ne sont pas soumis au droit de succession. Je rappelle, de mémoire, les droits de succession pour les enfants, c'est 40%. Pour quelqu'un de votre famille, c'est 50%, et quelqu'un de votre choix, c'est 60%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 100 000 qui n'est en liquidité, qui n'est pas dans un contrat d'assurance vie, vous décédez, votre enfant, il va payer 40% dessus. S'il est dans un contrat d'assurance vie, il n'est pas soumis au droit de succession, il paye 0 impôt. Il touche directement les 100 000 €. Alors, il y a une spécificité quand même, ça, c'est jusqu'à 152 500 €. D'ailleurs, si votre contrat, il fait 152 500 €, le bénéficiaire ne paiera aucun impôt. Il n'y a pas d'impôt. Au-delà de 152 500 €, imaginons que votre contrat, il fait 200 000, eh bien, sur les 200 000, il y a 152 500 €, il n'y aura pas d'impôt. Et sur le restant, 47 500 € dans notre exemple, le bénéficiaire sera imposé à 20%. Donc, vous voyez, c'est super important sur les successions, si vous avez de la liquidité. Un contrat d'assurance vie, on le dit souvent, la question, ce n'est pas de savoir si vous en ouvrez un, c'est quand est-ce que vous allez l'ouvrir. Parce que de toute façon, fiscalement, on l'a vu, sur les prélèvements libératoires, c'est très intéressant plutôt que d'aller les investir directement, parce que fiscalement, c'est beaucoup plus intéressant, surtout en tant que non-résident expat. Mais au niveau de la succession, c'est vraiment un moyen de ne pas payer d'impôts et que vos bénéficiaires, vos enfants ou votre femme ne payent quasiment aucun impôt. Voilà. Je vous donne une particularité supplémentaire. Si la résidence fiscale, si vous décédez, que vous êtes encore non-résident, et que le bénéficiaire du contrat a vécu 6 ans, sur les 10 dernières années, a vécu 6 ans hors de France, la fiscalité française ne s'applique plus. Ça ne concerne plus la fiscalité française. Et là, généralement, c'est pas magique non plus. Généralement, c'est votre pays de résidence qui intervient. Voilà. Ça, je ne rentre pas dans ce détail-là parce que. Voilà. Donc ça, c'est une autre particularité. Je vous donne une dernière bille sur les successions. Tout ce que je viens de vous décrire là, c'est tout ce que vous auriez placé sur votre contrat avant 70 ans. Donc, si vous, jusqu'à 152 500 € sans impôt, avec les 20% après 152 500 €, c'est pour tout l'argent que vous avez placé avant vos 70 ans. Si vous placez de l'argent sur votre contrat d'assurance vie après vos 70 ans, là, c'est plus la même tambouille. On est resoumis au droit de succession. Donc, les 40, 50 ou 60%.
Mais il y a quand même un abattement de 30 500 euros. Ça veut dire que si votre contrat il fait 100 000 euros, si vous avez placé 100 000 euros sur votre contrat, la personne bénéficiaire, vous avez placé 100 000 euros sur votre contrat après vos 70 ans, pardon, la personne bénéficiaire du contrat ne va pas payer d'impôt, aucun impôt jusqu'à 30 500 euros. Et les 69 500 euros restants, c'est les droits de succession qui vont s'appliquer. Voilà. Bon, je vous disais que c'était simple. Ça reste simple. Ce qu'il faut retenir, c'est que je pense que là encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas 70 ans et encore qui sont loin de cet âge-là et qui vont certainement ouvrir des contrats d'assurance vie et placer avant les 70 ans. Placez-les. Ce ne sera pas soumis au droit de succession, je vous dis, jusqu'à 152 500 euros. Et même après, l'impôt ne sera que de 20%. Voilà. Donc vraiment, si vous avez de la liquidité, il faut absolument que ce soit sur les contrats d'assurance. Donc voilà, à ce niveau-là, rien d'autre de plus à dire. Je vais juste conclure ce webinaire, puisque là, ça fait 40 minutes et j'en ai encore pour 5 minutes, sur pourquoi en ce moment c'est intéressant d'ouvrir des contrats d'assurance vie et pourquoi on en ouvre beaucoup en ce moment. La raison, elle est simple, c'est qu'il y a beaucoup d'inflation en France. On est à 6% cette année. Donc, ce qui se passe, c'est que nous, on fait que du non-résident, que de l'expat. Et donc, on a beaucoup de clients qui ont de l'épargne en France. Et souvent, alors déjà, il y a deux choses. Les clients expats, vous savez encore plus que moi, souvent, c'est des gens, peut-être comme vous, qui gagnent bien leur vie, donc qui ont beaucoup de liquidités, et en plus, qui ne sont pas forcément en France. Alors parfois, ils perdent de vue un peu leur épargne, etc., et puis ils ne font pas trop attention. Donc, on se retrouve avec beaucoup de clients aujourd'hui qui ont de la liquidité qui traînaille en France sur des livrets A, sur ce qu'on appelle les placements réglementés, ou même des comptes courants, encore pire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en ce moment, on a une inflation de 6%. Donc, vous voyez, inflation 6% là dans mon partage d'écran. Et je vous ai fait la liste de tous les placements réglementés. Il y a plein d'autres placements qui ne rapportent pas beaucoup en ce moment en France. Mais les placements réglementés, c'est vraiment les patrons à ce niveau-là, parce que comme son nom l'indique, c'est des placements réglementés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les taux de rentabilité ne sont pas définis par des effets de marché, mais par les entités, l'État, des choses comme ça. Donc, quand il y a de l'inflation, finalement, l'État, il est un peu lent, il rajuste les taux de rentabilité de manière moins réactive que l'est l'inflation. Et donc, on se retrouve finalement avec des inflations à 6% et des livrets A qui payent du 2%, les livrets GEL 2%, les livrets bleu 2%, le LDDS 2%. Vous avez le livret d'épargne populaire qui est à 4,60, mais le livret d'épargne populaire, je vous arrête tout de suite, déjà un non-résident, vous n'y aurez jamais accès. Et même pour les résidents, c'est vraiment pour les gens qui gagnent pas très bien leur vie. Les livrets d'épargne d'entreprise, vous voyez que tout est en termes entre 1 et 2%. Et on a une inflation à 6%. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a plein de clients aujourd'hui qui ont de l'argent qui dort et on essaye de leur expliquer surtout, réveillez-vous parce que votre argent ne fait pas que dormir. Là, votre argent, aussi paradoxal que cela puisse paraître, votre argent vous fait perdre de l'argent, tout simplement. Parce que quand vous avez votre argent sur un livret à 2%, avec une inflation à 6%, eh ben, vous avez perdu 4% à la fin de l'année. Voilà, il n'y a pas besoin d'être ingénieur et d'avoir fait Polytechnique pour comprendre ça. Donc voilà, donc ce que je veux dire, donc là où je veux en venir, c'est pour ça qu'il faut absolument faire travailler son argent et faire travailler ses liquidités et détenir le moins d'euros possible et donc de les mettre sur des actifs. Et évidemment, c'est un peu l'intérêt du contrat d'assurance vie. Mais il n'y a pas que ça. Pourquoi le contrat d'assurance? Parce que en fait, le placer dans des actifs, on pourrait l'investir dans plein d'autres choses qu'un contrat d'assurance vie. Et dans ce cas-là, on contrerait un peu l'inflation. Mais il y a quand même une particularité qui est propre à l'inflation. Vous le savez, l'inflation, c'est la montée des prix. Et actuellement, en France, on est à 6%. Mais c'est plus vicieux que ça. Parce qu'en fait, l'inflation, une des grosses stars de l'inflation, au-delà du fait que les prix montent, c'est que ça crée des distorsions. Bah ouais, parce qu'aujourd'hui, si finalement l'inflation était à 6% et que tous les prix montaient à 6%, les salaires, la baguette de pain, le pétrole, etc., et tout augmentait de la même manière, on s'en fout un peu quelque part. Mais tout le point négatif et l'aspect vicieux de l'inflation, c'est qu'elle crée des distorsions. Parce que quand on dit que l'inflation est de 6% en France, ça ne veut pas dire que tous les prix ont augmenté 6% exactement de la même manière dans tous les secteurs. Ça veut simplement dire que la moyenne des prix en France a augmenté de 6%. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des secteurs qui augmentent beaucoup plus que d'autres. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème de l'inflation, en fait. Et là où je veux en venir, et c'est pour ça que ça fout le bazar, parce qu'en fait, les salaires ne montent pas aussi vite que certains autres secteurs, etc. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont pénalisés par l'inflation, d'autres moins, etc. Et c'est là où je veux en venir,
le contrat d'assurance vie, c'est quoi son atout là-dedans? C'est qu'en fait, un contrat d'assurance vie, c'est tentaculaire. Vous pouvez faire de l'immobilier, vous pouvez faire du fonds euro, vous pouvez faire des fonds d'investissement. Mais les fonds d'investissement, c'est quoi? C'est plein de choses. C'est de la valeur technologique, c'est des matières premières, c'est des métaux précieux, c'est du secteur Asie, c'est de l'Europe. Et en fait, tout l'intérêt du contrat d'assurance vie est là, c'est que ça permet d'être tentaculaire et de se placer dans le bon camp à chaque fois et d'être mobile, en fait. Et lorsqu'il y a de l'inflation, tac, on va se mettre sur les matières premières. Je vais y venir, mais généralement, l'inflation, c'est souvent les matières premières, les métaux précieux, par exemple, qui sont les plus inflationnistes. Donc, c'est ça, c'est cette mobilité-là qui fait que l'inflation, qui fait que l'assurance vie est un super outil dans le cadre d'inflation, contrairement à un autre type d'investissement où finalement, quand on fait de l'immobilier et que de l'immobilier, ben, on n'est que sur un secteur et puis on est coincé dessus, surtout l'immobilier, hein, d'ailleurs, parce que c'est de l'investissement de long terme. N'importe quel autre investissement, finalement, on se bloque dessus. L'assurance vie, c'est pas ça, parce qu'on peut faire des arbitrages, on peut faire des changements. Et donc, ajuster son investissement en fonction de la conjoncture et de l'évolution des différents secteurs en fonction de l'inflation, en fonction de même, là je parle de l'inflation, mais en fonction de la conjoncture économique. Ça peut être des guerres, ça peut être plein d'autres choses. Dès qu'il y a de la volatilité sur les marchés, de l'instabilité comme l'inflation, eh ben, le contrat d'assurance vie, vraiment, c'est un super outil. Voilà. Donc, vous voyez, c'est d'une pierre deux coups. C'est-à-dire qu'on va chercher de la rentabilité, mais on va également chercher quelque chose qu'on peut vraiment diversifier et qu'on peut allouer vraiment sur les secteurs les plus intéressants. Donc, quand je dis les secteurs plus intéressants, eh ben là, l'idée, c'est quoi? Quand on ouvre un contrat d'assurance vie, surtout en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher les secteurs les plus inflationnistes, où les prix montent le plus, tout simplement. Et justement, c'est ce qu'on fait quand on ouvre des contrats d'assurance vie. En ce moment, par exemple, on oriente nos contrats d'assurance vie sur des placements très inflationnistes. Alors, j'y viens, je passe la slide. Eh ben, la fameuse question, ça c'est super intéressant. Quels sont les secteurs inflationnistes quand on ouvre un contrat d'assurance vie en ce moment? Dans quoi il faut les mettre? Alors, dans une période inflationniste, déjà empiriquement, et voilà, c'est comme ça, c'est un fait économique. Qu'est-ce qui est le plus inflationniste? C'est les matières premières, le pétrole, le métal, le gaz, voilà, toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a de plus inflationniste. Et d'ailleurs, on le voit. Hein, alors là, je n'ai pas les chiffres. On a rédigé un article il n'y a pas longtemps là-dessus. On met les chiffres, je les ai plus en tête. Mais bon, on sait tous, hein, je ne vous apprends rien. Mais voilà, c'est vraiment c'est des matières premières qui prennent le plus. Les métaux précieux, c'est pareil, c'est un fait. Les métaux précieux ont tendance, en période d'inflation, à être très, très inflationnistes. Et également les produits alimentaires. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait actuellement? Qu'est-ce qu'il faut privilégier comme secteur actuellement pour aller sur les secteurs inflationnistes, pour essayer de gagner le maximum d'argent et donc surfer sur l'inflation? En fait, l'idée, elle est là. Hein, quand il y a de l'inflation, c'est que les prix montent. Et donc, se poser la question, mais quels sont les prix qui montent le plus pour se mettre finalement dans le bon camp? Finalement, l'inflation, c'est un peu la guerre des prix. C'est plein de secteurs qui sont la guerre avec chacun leur prix. Et c'est à celui dont les prix vont monter le plus. Et donc, le contrat d'assurance vie vous permet justement d'être un peu une sorte de girouette quelque part dans cette guerre des prix et vous mettre à chaque fois dans le meilleur temps. Et donc, excusez-moi, je reviens en arrière. Donc, qu'est-ce qui est privilégié? Les sociétés, quand je parlais des fonds d'investissement, il faut aller investir dans les sociétés qui vendent des matières premières. ArcelorMittal, qui est un des plus gros producteurs d'acier au monde. Total, forcément. Une autre subtilité également qu'on valorise, généralement, c'est les valeurs bancaires. Pourquoi? Parce que quand il y a de l'inflation, c'est la montée des prix, mais c'est la montée des taux également. Il faut le savoir, et on le voit d'ailleurs avec les taux de crédit immobilier, je pense que vous êtes au courant, on emprunte sur des taux de beaucoup plus... maintenant, les taux n'arrêtent pas de monter, c'est lié, tout ça est lié, les taux de crédit, les taux de la BCE, les taux des marchés interbancaires, les taux de crédit immobilier, tous ces taux-là, c'est des prix en quelque sorte, donc ça monte avec les prix. Et ça, c'est super intéressant, parce qu'en fait, quand les taux montent, sachez-le, toutes les activités de banque, par un point d'augmentation des taux général, ça augmente de 10% la profitabilité des activités bancaires. Ça, on ne le sait pas, hein, mais voilà, sachez-le. On en parle beaucoup dans le crédit immobilier pour les non-résidents des expats, mais plus les taux montent, plus les banques gagnent de l'argent. Donc, les valeurs bancaires également sont privilégiées. Évidemment, ça rejoint un peu ce que je vous disais, toutes les valeurs orientées sur le développement durable. Forcément, ils sont valorisés puisqu'ils ne dépendent pas du pétrole, des matières premières. Donc ça, c'est vraiment des investissements
qui sont privilégiés. Et donc, on oriente beaucoup en ce moment, d'ailleurs, sur nos contrats d'assurance vie, sur des valeurs, sur le développement durable. De toute façon, on le fait, on le faisait même avant l'inflation, parce que c'est des marchés qui sont très porteurs. Mais là, c'est doublement porteur, parce qu'en plus, elles sont valorisées par le fait que les matières premières ont tendance à grimper actuellement. Enfin, le prix des matières premières. Et également, faire de l'immobilier. Alors, certains diront que l'immobilier en ce moment, c'est pas intéressant parce que vu que les prix montent, du coup, la demande va baisser, du coup, ça va faire baisser le prix de l'immobilier. Ça se discute. Déjà, pourquoi? Parce que, sachez-le, par exemple, quand vous faites de la SCPI, ces fameuses sociétés de gestion, elles louent leur parc immobilier, comme vous le faites quand vous faites de l'investissement immobilier, et donc elles ont des baux commerciaux. Les baux commerciaux, sachez-le, ils sont indexés sur des indices très connus en France comme le IRL et ILC, qui sont des indices qui sont indexés sur l'inflation. Donc, quand vous faites de la SCPI, normalement, votre rentabilité est censée suivre l'inflation. Donc, la SCPI, par exemple, c'est un produit, quand on fait de l'immobilier, qui est très privilégié. Voilà. On dit également que l'immobilier va avoir tendance à baisser parce que les prix montent, comme je disais il y a 2 secondes. Je vous dis, pour nous, ça se discute parce que quand vous avez un actif qui a une rentabilité qui monte, ce qui est le cas des SCPI avec l'inflation, puisque ça suit l'inflation, généralement, il y a un arbitrage qui se crée. C'est-à-dire que quand les rentabilités montent, les gens investissent et font monter les prix. La dernière chose, c'est qu'on dit que l'immobilier va baisser parce que les taux ont monté. Les taux, là, ils sont à 2,5. Hein. Ils sont à 2,5. 2,5, on disait, il y a encore en 2017-2018, c'est des taux de malade. Donc, à mon avis, pour le moment, l'immobilier, en tout cas, il n'y a pas de raison que ce soit le crédit immobilier qui fasse limiter la demande d'immobilier. Ça va jouer, évidemment, forcément. Mais on est encore aujourd'hui sur des taux historiquement bas. Et je le rappelle, en 2011-2012, quand les taux étaient à 3,5%, on entendait tous les jours à la télé, aux informations, que les taux étaient à 3,5%. C'était les taux les plus bas depuis la Deuxième Guerre mondiale. On est aujourd'hui à un point en dessous de ces taux-là encore. Donc, on n'y est pas, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, ça, c'est super intéressant. Je pense que ça vous intéresse si vous faites un contrat d'assurance vie, surtout en ce moment. Ben voilà, grosso modo, les secteurs qu'il faut privilégier. Donc les sociétés qui sont axées sur qui ont un lien direct ou indirect avec les matières premières, les métaux précieux, l'énergie, les produits alimentaires. Voilà. Les secteurs à éviter, parce qu'il faut qu'on voit aussi la question dans l'autre sens. Forcément, les sociétés qui sont liées à la montée des prix de l'énergie. Par exemple, les sociétés qui importent beaucoup de produits en Chine parce qu'il faut les importer et du coup ça coûte cher parce que forcément ils les importent par cargo, par exemple. Les secteurs qui dépendent du pouvoir d'achat des Français, donc notamment les secteurs de la grande distribution. Et aussi également les entreprises, ça c'est un point très important dans le cadre d'inflation. Il faut un peu éviter les entreprises qui sont très endettées parce qu'elles ont des dettes, souvent avec des taux qui sont variables, et donc les taux montent. Et donc forcément, l'inflation dit augmentation des taux et donc augmentation de la dette. Voilà. Écoutez, je vous ai tout dit. Dernière chose. Voilà, donc je vous ai un gros tout dit. Hein, vous voyez, il n'y a rien à comprendre. Enfin, rien à comprendre. Je pense que c'est intéressant de faire le point sur tout ça. À savoir ce que c'est une assurance vie, que c'est une enveloppe, c'est pas un produit en lui-même, que c'est fiscalisé avec une fiscalité particulière. Les types d'investissement, on les a vus, fonds euros, donc les fonds d'investissement de sociétés en actions, en obligations, et l'immobilier en faisant de la SCPI, de l'OPCI ou de la SCI. Après, tous les autres produits annexes que je vous ai dit, ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc ça, voilà. Ensuite, comprendre la fiscalité, vous avez vu, c'est pas bien compliqué. Je reviens là-dessus, mais 12,8, 7,5 sur le rendement, pas le capital. Ensuite, la transmission de propriété, jusqu'à 152 500 €, zéro impôt, et après 20% sur tout ce qui est placé avant 70 ans, et après 70 ans, c'est de se ressouvenir au droit de succession, mais quand même avec un abattement de 30 000 et quelques. Et ensuite, bien comprendre qu'en ce moment, on fait beaucoup d'assurance vie parce que c'est un produit, l'assurance vie, c'est quelque chose de très dynamique qui va un peu sur tous les secteurs. On peut faire des arbitrages, on peut changer son fusil d'épaule. Et ça, c'est super en période d'inflation parce que les secteurs les prix sont très volatiles, varient je vais dire du simple au double, c'est pas tout à fait vrai, mais varient beaucoup d'un jour à l'autre. Et donc, ça permet vraiment justement de gérer son argent et de surfer sur la vague inflationniste. Voilà. Dernière chose, c'est la gestion. Alors sachez-le, sur les contrats généralement proposés dans les contrats d'assurance vie, c'est le cas de notre contrat Target Plus, il y a 2 types de gestion. La gestion libre et la gestion sous mandat. Alors je vous explique, la gestion libre, vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui construisez votre propre contrat. C'est-à-dire, vous allez dire, je veux 30% de fonds euros,
je veux faire 50% d'IMO avec tant de SCPI, tant de SCI, et je veux faire tel fonds de telle société, etc., etc. Donc, vous construisez vraiment votre produit. Évidemment, nous conseille là-dessus, on est là pour vous guider, et vous conseiller les fonds, etc. Ça, c'est la gestion libre. Une fois que vous avez construit votre produit, l'idée, c'est que ce n'est pas très, très dynamique. Une fois que vous avez fait le construit, on n'y touche pas trop, on y touche quand même un peu, mais pas trop, on laisse la chose rentabiliser. Et puis voilà. D'ailleurs, si on n'y touche pas, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que les placements de base ont été bien choisis et qu'il n'y a pas de raison d'en changer. Mais sachez-le, on peut faire des changements, surtout en ce moment. À la fin, au bout de 6 mois, au bout d'un an, on peut dire, ouais, bon, là, il y a un peu moins d'inflation, on peut s'orienter sur un autre secteur, etc., etc. On est spécialiste là-dedans. En plus, on n'est pas tout seul parce qu'on travaille main dans la main avec les asset managers, etc. Donc, on vous oriente vraiment sur les bons produits. Donc, ça, c'est la gestion libre. Ensuite, il y a la gestion sous mandat. Alors, la gestion sous mandat, qu'est-ce que c'est? En fait, la gestion sous mandat, ça consiste à ouvrir un contrat d'assurance vie, pareil, toujours avec le contrat Panel Plus ou un autre contrat. Et là, vous allez signer un mandat avec un asset manager. Alors, asset manager, généralement, c'est l'asset manager proposé par la compagnie d'assurance. Et donc, vous allez dire, voilà, je signe un mandat pour 50 000 euros. Donc, vous allez placer 50 000 euros sur votre contrat d'assurance vie. Et là, c'est l'asset manager qui s'occupe de tout. Et c'est vrai que ça, c'est pas mal, surtout en ce moment. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, c'est vraiment une gestion ultra dynamique. C'est-à-dire que du jour au lendemain, l'asset manager, lui, c'est son travail. Donc, tous les jours, il va ajuster ses placements pour optimiser au mieux votre contrat d'assurance vie. Donc, ça, c'est super intéressant, surtout en ce moment. Et inutile de vous le dire, si vous avez un peu compris ce que je viens de vous expliquer, bah, on a tout intérêt à avoir une gestion dynamique en ce moment parce que d'un jour ou l'autre, un coup, c'est le pétrole qui pète, un coup, c'est l'or, un coup, c'est le secteur développement durable, etc., etc. C'est tout l'intérêt de la gestion sous mandat, c'est que ça permet d'avoir une gestion dynamique, en plus du simple fait que le contrat d'assurance vie, lui, est un peu tentaculaire et peut investir sur plein de choses. Et bien là, vous avez une vraiment gestion dynamique gérée par un asset manager qui va gérer et profiter au mieux de la conjoncture et d'ajuster au mieux vos placements sur les secteurs les plus inflationnistes. Là, je parle bien sur les secteurs plus inflationnistes en ce moment, parce que c'est vraiment le thème depuis quelques mois. Mais s'il n'y avait pas d'inflation, pareil, la gestion active est très intéressante parce qu'il vous oriente sur les bons secteurs, les bonnes localités, voilà, les bons thèmes, et voilà. Donc, il y a ces deux types de gestion. Voilà. Mais bon, quand je dis que la gestion sous mandat est très adaptée en ce moment, ça ne veut pas dire que la gestion libre n'est pas du tout adaptée, ça fonctionne très bien aussi. Écoutez, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Les autres slides, c'est sur de l'allocation. Je vais m'arrêter là parce que là, ça fait 1 heure. Hein, finalement, voilà, je parle beaucoup et voilà. Je pense que ça y est, vous êtes tenu 1 heure, donc c'est pas mal. J'espère que vous avez apprécié ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour. Vous voyez, rien de compliqué. On peut rentrer un peu plus dans le détail. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous envoie, dès qu'on a fait, on fait un petit montage avec le webinaire. Une fois qu'il est prêt, vous l'aurez d'ici 2-3 jours. N'hésitez pas avec les replays, etc. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Vous avez mon adresse mail. Je pense, je vous la mets. Hop, tac. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me demander. Je vous le mets dans les commentaires. Et puis voilà. Et puis à partir de là, moi, je vous ferai une petite relance mail pour savoir si vous avez des questions complémentaires de toutes les façons. Et puis c'est tout. Voilà tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite à tous une bonne matinée, une bonne après-midi ou peut-être une bonne soirée selon vos pays de résidence. Et j'espère vous parler très bientôt. Et à bientôt. Au revoir.